webinaire de l'année de webinaire de NutriSense. Avant de vous présenter et de présenter le professeur Olivier Guérin et de démarrer ce webinaire, je voulais vous faire part des événements prochains qui vont être amenés chez NutriSense. Tout d'abord, les événements autour des matinales de la nutrition de NutriSense qui auront lieu en partenariat avec le salon H3. Donc, 3 dates à retenir si vous êtes sur ces villes-là. Marseille le 18 novembre, Clermont-Ferrand le 2 décembre et Nancy le 16 décembre. L'objectif de ces matinales, c'est bien sûr d'échanger avec vous autour des sujets. Donc, cette année, on parlera du lien entre plaisir et soins, comment prendre en charge la dénutrition en EHPAD. Donc, on serait ravis de vous voir à cette occasion-là. Donc, des ateliers qui auront lieu de 8h30 à 10h30. Et puis, les prochains webinaires qui auront lieu donc en 2021, comme je vous le disais, le 6 janvier, notez-le, qui sera sur la thématique « Que sera l'EHPAD de demain ?» avec une vision à la fois sociale et médicale. Et puis, le 27 janvier, on aura une intervention sur comment le design de la maison se met au service de la nutrition. Donc, 2 webinaires qui auront lieu en janvier, donc de 11h45 à 12h45. Voilà, donc maintenant, on va laisser la place au webinaire du professeur Olivier Guérin. Donc, un webinaire qui inaugure en avant-première, vous le savez, la semaine de la dénutrition qui démarre le 12 novembre. Et également, je me permets de faire un petit peu de publicité, Olivier Guérin, qui précède aussi les journées annuelles de la SFZG, de la Société française de gériatrie et de gérontologie, qui commence lundi à Paris. Voilà, donc quelques mots sur Olivier Guérin. Vous êtes donc professeur des universités, praticien hospitalier en gériatrie donc à l'hôpital de Nice. Vous êtes aussi chef du pôle de réhabilitation autonomie vieillissement. Et donc, on vous a convié aujourd'hui sur ce webinaire pour nous parler de la prise en charge de la dénutrition et le lien entre ville et hôpital avec le modèle niçois. Voilà, je vous laisse la parole, professeur Guérin. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup à toute l'équipe de NutriSense de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ma présentation, elle a été faite. Alors, je renouvelle aussi également le fait que vous êtes tous les bienvenus aux journées annuelles de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Juste, vous savez que cette société, si vous travaillez dans le champ du vieillissement, c'est votre maison, puisque nous avons la structuration de la société savante de la gériatrie, de la gérontologie, elle est très particulière par rapport aux autres sociétés médicales, parce qu'elle n'est justement pas du tout que médicale. Il y a à la fois un collège des médecins, un collège des soignants au sens large, des rééducateurs, mais aussi des diététiciens, quand je dis rééducateurs, comprenons les orthophonistes notamment, et puis un collège des sciences humaines et sociales, parce que à chaque fois qu'on veut travailler sur les questions du vieillissement, c'est cet aspect très intégratif entre les sciences du sanitaire, qu'elles soient médicales ou soignantes, et les sciences humaines et sociales qui nous permettent de répondre aux différentes questions qui sont soulevées par le vieillissement. Dans la fin de ma présentation, parce que je voulais commencer par ça aussi, pour contextualiser, parce que je trouve que c'est un booster finalement de nos nouvelles organisations. Vous le savez peut-être, je suis membre du conseil scientifique Covid-19 du président de la République, justement pour essayer de faire remonter les expertises terrain autour des personnes âgées dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Et je crois que prendre juste l'exemple de la façon dont on a dû faire face à cette crise nous montre à quel point nous avons un système qui est perfectible, mais aussi des enjeux propres sur les personnes âgées, sur l'ensemble de ce qu'on appelle le syndrome de fragilité, là, le risque de dénutrition comme la dénutrition en étant une partie intégrante. Finalement, quand on a maintenant quelques mois de recul, on va dire, sur le début notamment de l'exercice sanitaire d'urgence qu'on a dû affronter, on voit que les personnes âgées, notamment les personnes âgées les plus isolées, ont souffert terriblement dans leur capacité de réserve, qui est la définition de la fragilité, avec ce stress test complet de notre système qui a été le Covid-19. Notamment, les mesures de restriction qui ont été mises en place ont déconditionné une partie de notre population âgée, à la fois par la rareté du lien social, en établissement comme à domicile, la diminution de l'activité physique et l'impact nutritionnel que ça a pu avoir. On essaie en ce moment d'avoir des données un peu plus précises sur finalement qu'est-ce qu'on a rogné
pour nos patients âgés, pour nos concitoyens âgés, en termes de capacité de réserve sur tous les plans, notamment nutritionnels, avec à la fois l'impact direct de la maladie Covid quand ils l'ont eu, l'impact indirect de la moins bonne prise en charge de toutes les autres maladies, puisque c'est ça qui s'est passé aussi, surtout en première vague, et puis l'impact des restrictions en tant que telles. Et on voit à quel point on a besoin de cette vision intégrative. La dénutrition, c'est un élément clé de la lutte contre la dénutrition, plutôt, est un élément clé du bien vieillir. Et ça, je pense que si vous êtes ici, vous en êtes tous convaincus. C'est un sujet que la Société française de gériatrie et de gérontologie traite depuis, je dirais, sa création, il y a maintenant plus de 40 ans, parce qu'on le sait, cette épidémie de dénutrition chez les plus de 60 ans, et en particulier chez les plus de 75 ans, elle est très forte, et elle est à la fois cause et conséquence de toute une série de complications qui conduisent au déconditionnement, à la perte d'autonomie, à la dépendance et même à la grande dépendance. Et surtout, à la déstabilisation aussi des maladies chroniques, qui sont elles aussi cause et conséquence de la dénutrition. Donc la dénutrition, la lutte contre la dénutrition, c'est une sorte de porte d'entrée extrêmement puissante pour réussir à remettre sur la trajectoire du bien vieillir nos concitoyens les plus âgés. Et cette porte d'entrée ne peut être traitée qu'en multimétier et qu'en multicompétences. Ce n'est pas les médecins qui vont le faire tout seuls, ni même les rééducateurs, je pense aux orthophonistes dont le rôle est essentiel aussi dans la lutte contre la dénutrition. La compétence diététique est essentielle, évidemment, mais au-delà de ça, on a aussi besoin des compétences psycho, par exemple, puisque l'impact du mal-être psychique, sans même parler de la dépression en tant que telle, mais le mal-être psychique conduit aussi à la dénutrition par carence d'apport. On a aussi besoin de l'étayage social, parce que bien manger, ça nécessite toujours aussi d'avoir à la fois l'accès et la capacité à se faire à manger, mais aussi l'intérêt, le plaisir à manger. Et vous êtes tous ici bien convaincus du sujet. Donc vous voyez que cette intrication médico-psychosociale, ce qui est la définition de l'état de santé, de bon état de santé est toujours médico-psychosocial, c'est comme ça que l'OMS le définit, elle est très multimétier. Et quand on voit comment on a traité la crise Covid, on a vu les limites de notre système qui reste encore malgré tout très cloisonné, tant en ville qu'à l'hôpital. Alors, au sein de la ville, c'est cloisonné, au sein de l'hôpital, c'est cloisonné, et entre la ville et l'hôpital, c'est pas loin d'être doublement cloisonné. Et si on veut être bon dans la décennie qui vient, si on veut se fixer comme objectif commun d'être bon dans le bien vieillir en santé, il va falloir qu'on arrive à structurer de manière différente notre façon d'approcher les patients, mais aussi nos concitoyens dans une vision de prévention. Dans l'enjeu de la nutrition, je pense qu'il faut vraiment décomposer ces deux temps pour pouvoir être plus performant. L'enjeu de la prévention et l'enjeu de la prise en charge une fois que la maladie des nutritions a été diagnostiquée. On va commencer peut-être par l'enjeu de prévention et les impacts que ça doit avoir sur nos métiers, nous qui sommes ici autour de ce webinaire, et la façon de travailler ensemble. Les discussions, hier on discutait avec la cellule de l'Élysée, puis avec le chef de l'État pour préparer son allocution de 20 heures. Ce sont des sujets qui sont maintenant vraiment mis dans la lumière des projecteurs pour plusieurs raisons. Vous avez tous entendu on va dire les éléments très puissants autour de l'épuisement hospitalier, mais l'épuisement hospitalier ne peut pas être traité de manière isolée du renforcement du soin primaire. Et quand je parle du soin primaire, c'est évidemment les médecins généralistes, les infirmiers libéraux, les rééducateurs, au sens large, encore une fois, kinés, ortho, podologues, ergo, dont on a besoin sur le soin primaire aussi, puisque là, pour l'instant, on parle de ça. Et puis, les deux autres piliers, que sont le pied psycho et le pied social. En France, pour faire court, on a une organisation sanitaire qui est robuste, c'est vrai, qui parle, même les métiers entre eux ne se parlent pas encore très bien, mais ça existe. Un pied social qui fonctionne bien aussi, mais qui ne parle pas au pied sanitaire en tant que tel. Et puis au milieu, un pied du bien-être psychique, le pied psycho, qu'on oublie souvent et qui est assez négligé
dans notre pays. C'est aussi un des enjeux pour des tas de raisons, hein, parce qu'on l'a vu avec la crise Covid, ça génère du stress, ça génère du stress aigu, ça génère du stress chronique pouvant déboucher sur des troubles anxieux ou des troubles anxio-dépressifs. Donc, vous voyez que cette coordination qu'on doit avoir en soins primaires, elle est nécessaire. Et ça modifie nos organisations. Je sais qu'il y a beaucoup de diètes, comme on dit chez nous, qui sont là avec nous aujourd'hui. Ce métier essentiel dans le dépistage comme la prise en charge de la dénutrition doit être intégré dans le cadre de soins primaires réorganisés aux côtés des autres métiers si on veut être bon. En gros, on ne peut pas être bon par petits bouts. C'est le vrai sujet du vieillissement. Et vous voyez le chemin qu'on a à parcourir pour ces enjeux intégratifs. Alors, je vais faire un peu de politique sanitaire pour l'instant, avant de parler de manière très technique de comment on peut avancer. Mais vous voyez bien que les éléments qu'on pousse, pour ceux qui essaient de donner des perspectives à notre système de santé, c'est que la première des urgences, elle est finalement de restructurer l'ensemble des acteurs du soin primaire dans des enjeux, dans des fonctionnements collaboratifs. Les CPTS sont là pour ça, elles ont été créées par la loi pour ça, les communautés pluriprofessionnelles de territoire de santé, où finalement, autour d'un projet de santé publique, un regroupement volontaire de libéraux constitue un socle de prise en charge avec un enjeu, et ça n'a pas toujours été très bien perçu, ça, culturel très profond, qui est de passer d'un modèle libéral classique qui a montré ses limites de « je choisis mon patient me choisit », à un modèle territorialisé où on prend en charge l'ensemble des individus vivant sur un territoire donné. Et ça, c'est un élément clé d'évolution du système de santé. Alors, ne me croyez pas trotskiste ou antilibéral, ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas le sujet du statut de l'exercice. C'est le sujet d'être performant en termes de santé publique. Pourquoi ? Parce que un de mes combats au sein du Conseil scientifique Covid-19 pour le président de la République, c'est par exemple, et je trouve que c'est une belle illustration, la vaccination des plus de 80 ans. Vous savez qu'on est le plus mauvais des grands pays d'Europe sur le taux de couverture vaccinale, je ne parle pas du rappel, hein, je parle de la primo-vaccination, chez les plus de 80 ans. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas un système de soins primaires territorialisé, ce qui fait que ceux qui sont vulnérables, isolés, hein, et par exemple les plus âgés, seuls à la maison, n'ont pas accès au système de soins parce qu'ils ne savent même pas comment le solliciter et que le système de soins, dans l'état actuel des choses, n'est pas en capacité d'aller vers eux. Donc, vous voyez cet enjeu de territoire plutôt que de vision de je gère les patients que je souhaite gérer, qui souhaitent que je gère moi. Parce que là, ça laisse de côté toujours les plus vulnérables, les plus âgés, mais aussi les plus précaires socialement, et que notre devoir, c'est l'honneur de la République, c'est de prendre tout le monde en soin. On a un système, probablement un des plus performants du monde sur la prise en charge, même s'il reste encore du travail, mais au-delà de l'aspect financier, encore faut-il, pour être remboursé, avoir accès au système de soins qui prodigue ce soin. Donc, c'est vraiment le sujet. La dénutrition, la lutte contre la dénutrition, dans le cadre de ce fonctionnement de soins primaires, de ces enjeux de prévention autour de ces projets de santé publique des CPTS, est un excellent exemple. Mon rêve, en gros, c'est que demain, dans ces CPTS, il y ait des orthophonistes, qu'il y ait des diététiciens qui soient présents aux côtés de médecins généralistes, d'autres médecins en transverse sur plusieurs CPTS, spécialistes, par exemple, et pourquoi pas des médecins nutritionnistes, par exemple, sur 6 ou 7 CPTS, quand ça sera structuré, hein, ces disciplines transversales comme la gériatrie, comme l'infectiologie, comme la psychiatrie, comme la pédiatrie, la gynécologie aussi, auront leur place en soins primaires au sein de ces CPTS et aux côtés des autres métiers. Et en ce qui nous concerne et sur la thématique du jour, par exemple, orthophonistes et diététiciens, psychologues cliniciens, peut-être géronto, psychologues cliniciens, éventuellement. Donc, vous voyez que c'est cette structuration-là qui va nous permettre d'être bons et accessoirement, une fois qu'on aura cette organisation-là, c'est comme ça aussi que l'hôpital pourra faire son rôle véritable, qui n'est pas un rôle de soins primaires, même si en ce moment, c'est finalement ce qui se passe
parce que le seul endroit où il y a de la lumière 24h/24, ce sont les services d'accueil des urgences, sur des situations dégradées et non gérées finalement, mais avec un lien très fort de l'utilisation de recours, d'expertise de l'hôpital, et uniquement pour ça, parce que c'est ça le rôle de l'hôpital et pas autre chose. Donc vous voyez que ce système de santé qu'on appelle de nos voeux, c'est le système de santé qui, j'espère, sera celui dans lequel nous exercerons tous dans les années à venir. Mais on a des freins culturels à ça. Et nous, ici, qui sommes intéressés sur des enjeux transversaux comme la dénutrition et des enjeux, on va dire, autour du vieillissement qui est très intégratif, on en est convaincu, même si on ne l'a peut-être pas formalisé dans nos têtes tel que je viens de vous le dire. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu macro de ce qu'on pourra faire auprès de nos personnes âgées en ville et comme après dans nos établissements dans le cadre d'un suivi et d'une expertise de recours. Mais c'est bien sur le soin primaire que doit se porter l'effort de détection, donc de diagnostic de la dénutrition, et l'effort avant tout de prévention avec les métiers que vous représentez aujourd'hui. Je ne sais pas si vous adhérez à ce type de modèle. Hein. Ce n'est pas un modèle classique en France, mais ce sont des modèles, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre en disant des choses comme ça. Hein. On a regardé ce qui se passait à l'étranger et regardé les modèles qui étaient les plus performants en soins primaires, cet enjeu de territorialisation, de multicompétences, et probablement, et là j'aimerais avoir votre avis, certains d'entre vous, probablement peut-être même une majorité sont des libéraux d'exercice, la fin de la vision tarifaire à l'acte, qui est un frein à cet enjeu intégratif. Et c'est aussi un frein, je dirais, au niveau de revenus des professionnels de santé. Les professionnels de santé, en France, sont plutôt mal payés par rapport, quand on regarde les mêmes professions dans les 25 pays de l'OCDE. On est parmi les derniers en termes de niveau de rémunération. Et surtout, cette vision tarifaire à l'acte empêche cette structuration de la prévention, qui n'est pas tarifée le plus souvent, hors projet de santé publique, comme dans une CPTS, et difficile, une fois le diagnostic fait, pour l'intégration en tant que telle de la bonne prise en charge des maladies chroniques. C'est dès qu'on se pose 2 minutes, nous qui sommes tous des professionnels de santé, on s'aperçoit à quel point ça peut être aberrant dans le concept d'imaginer qu'on va suivre des patients devenus tous chroniques, puisque c'est ça la modification des besoins de santé publique liés au vieillissement de la population, avec des pathologies chroniques, avec une succession d'actes tarifés non coordonnés. On en est là pour l'instant. On en est là parce que c'est nous, les professionnels, qui sommes mis dans ce système-là. Et c'est lui qu'il faut changer. Voilà. Ça, c'était le temps un peu de politique sanitaire. La dénutrition, c'est un véritable fléau du vieillissement. Vous le savez tous, je ne vais pas vous faire un cours sur la dénutrition, vous en savez tous à peu près autant que moi, évidemment, voire plus, dans les différents métiers. C'est un des marqueurs les plus puissants de risque de perte d'autonomie à terme, par les conséquences sur le muscle, par les conséquences sur le bien-être psychique, par les conséquences sur la locomotion, le risque de chute. Bref, la dénutrition, c'est en soi ce que nous, on appelle un syndrome gériatrique. C'est-à-dire quelque chose de très multifactoriel, difficile à prendre en charge, de ce fait, puisque multifactoriel, mais qui nécessite cette coordination dont je parlais tout à l'heure. Et j'aimerais bien avoir votre avis à vous, qui exercez au quotidien, sur comment vous faites, finalement, pour faire votre métier du mieux possible dans cette segmentation et comment vous y arrivez, parce que c'est, je pense, une gageure pour vous tous qui avez à cœur de bien faire votre métier. L'autre sujet, évidemment, c'est l'accompagnement que l'on doit avoir tout au long et les indicateurs de performance de notre prise en charge, qu'elle soit tant en prévention qu'en prise en charge, une fois le diagnostic fait, pour que l'on puisse savoir quand avoir la nécessité du recours hospitalier, par exemple, quand est-ce que c'est utile, quand est-ce qu'on a besoin de s'appuyer sur des compétences d'hospitalisation, de compétences, on va dire, ramassées, et ensuite, derrière ces compétences ramassées à l'hôpital et en particulier en CHU,
de la promotion de la recherche aussi. On doit tous avoir cette culture de la recherche parce qu'on est tous des acteurs du soin avant tout, mais pour améliorer les prises en charge, il n'y a que la recherche qui le permet finalement, pour essayer d'améliorer, notamment de cette recherche multidomaine, c'est-à-dire intégrant, je vous donne un exemple, hein, intégrant une vision gériatrique large, hein, une vision gériatrique et gérontologique globale, qui va nous permettre à la fois, lorsqu'on rentre par la porte dénutrition ou risque de dénutrition, faire le point sur l'état cognitif, sur la polymédication, sur l'état, l'humeur, hein, l'état psychique, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, sur l'étayage social, sur le sensoriel, la vision, l'audition. Vous voyez, dès qu'on rentre par une des portes de la gériatrie, il faut regarder tout le reste. Et c'est ça qu'on doit mettre en place. Et pour nous, acteurs de terrain, soit à l'hôpital, soit en établissement médico-social, soit en ville, à chaque fois qu'on voit une personne âgée, dans notre domaine de compétences, il faut qu'on soit capable d'alerter la bonne structure. Actuellement, c'est compliqué pour le reste de la prise en soin. C'est là que pour l'instant, clairement, l'hôpital est utile par notamment les bilans en hôpital de jour, par exemple, ou en consultation poulet de gériatrie et de gérontologie qui permettent justement ce bilan d'évaluation globale. Et ça, c'est, je pense, un des messages les plus importants à vous qui êtes par nature sensibilisés au risque nutritionnel et à la prise, au diagnostic et à la prise en charge de la nutrition, c'est de penser à chaque fois qu'il n'y a pas que ça. Quand on vieillit, la dénutrition, c'est cause et conséquence, mais cause et conséquence de tout le reste. Et qu'on ne peut pas aborder une personne âgée par la dénutrition sans regarder l'ensemble de cette évaluation gérontologique globale pour avoir une prise en charge intégrative. Et là, les structures hospitalières de gériatrie, notamment d'ambulatoire, doivent vous être d'un recours essentiel. Donc c'est vraiment cette construction-là qu'il faut qu'on ait, la détection, le diagnostic précoce, qui n'est qu'une porte d'entrée du grand syndrome de fragilité gériatrique, et qu'ensuite, on puisse développer cette prise en charge coordonnée, ville-hôpital, coordonnée à la fois entre la ville et l'hôpital, et coordonnée à la ville comme à l'hôpital. Si vous le souhaitez, on peut peut-être faire une petite pause là, 2 questions pour alimenter un peu le dialogue, et puis ensuite reprendre le cours du webinaire. Oui, tout à fait. Donc, pour le moment, pas de questions. Il y a juste effectivement des affirmations de ce que vous dites, hein, qui disent en tout cas que la pluridisciplinarité est effectivement efficace et que rien ne va sans l'autre et nous sommes plus efficaces ensemble. Donc, des personnes qui confirment ce que vous dites. Moi, pour le coup, j'avais peut-être une question parce que vous avez parlé beaucoup des professionnels de santé. Je voudrais avoir votre avis sur, et notamment les discussions qu'il y a aujourd'hui sur les professionnels du prendre soin, comme les sociétés d'aide à domicile. Comment vous les positionnez aujourd'hui dans l'écosystème justement de ces personnes âgées, tant en termes de coordination avec les professionnels de santé? Alors, quand je parle des professionnels de santé, ça n'est pas code sécu, hein, du tout, justement. Hein, c'est que la santé, pour moi, c'est de fait, et ça c'est un mal français de penser que la santé, ce sont les professionnels de santé inscrits dans le code de la sécurité sociale ou le code de la santé publique. Non, la santé, c'est cette capacité intégrative qu'on doit tous avoir et que notamment sur le sujet âgé, puisque là c'est clairement l'enjeu clé en termes de santé publique, qu'on aurait déjà dû prendre à bras-le-corps depuis déjà des décennies, c'est pas fait clairement du tout, et que là désormais l'urgence devient absolue, c'est des services aussi. Je vous dirais que il y a évidemment tous les services d'aide à domicile, mais il y a même dans la chaîne de valeur autour du patient ou du citoyen sur les aspects de prévention, hein, l'ingénieur réseau ou Orange ou SFR, parce qu'on a aussi besoin, par exemple, de la fibre, de la connexion pour pouvoir développer, déployer des outils, services numériques. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette vision-là qu'il faut qu'on ait.
Et ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et c'est surtout compliqué culturellement dans un mode de fonctionnement sanitaire à la française qui a montré une efficacité remarquable sur le curatif jusqu'à maintenant, mais qui montre ses limites dans la prise en charge préventive, je dirais primaire. Donc là, par exemple, savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir un état nutritionnel correct tout au long de sa vie. Secondaire, c'est-à-dire d'éviter l'aggravation des maladies chroniques une fois qu'elles sont diagnostiquées. Dans le champ de la gériatrie, c'est plutôt sur cet aspect-là de la prévention qu'on focalise notre énergie, puisque notre job, je dirais, dès qu'on s'intéresse à la personne âgée, et je parle de l'ensemble des métiers du vieillissement, c'est de tout faire pour que leur maladie chronique ne décompense pas à la maison. Pourquoi ? Parce que la décompensation itérative des maladies chroniques, c'est ce qui provoque, le recours à l'hospitalisation d'urgence, qui est la pire des choses pour une personne âgée, toujours, parce que l'hôpital est très maltraitant pour les personnes âgées, parce qu'il n'est pas conçu comme ça. Là aussi, il n'a pas fait sa révolution culturelle. On est toujours, ce qui est complètement aberrant, sur un hôpital basé sur le dogme de la médecine d'organes. Il fait le néphro, le cardio, le rhumato, le gastro. Ça, c'est fini. C'était la médecine il y a 30 ans, ça. C'est plus utile. Tous mes collègues ne sont pas utiles. Mais je dis que la vision hospitalière intégrative avec des spécialités transversales, et en l'occurrence, la crise Covid l'a bien montré, les spécialités qui ont pris en charge les patients Covid, c'était les spécialités transversales. Vous avez les gériatres, les infectiologues, les réanimateurs, ce n'était pas les gastroentérologues qui prenaient en charge les patients Covid. Eux, ils ont même eu un arrêt de leur activité. Donc on voit bien que tous les grands enjeux qui se profilent, même épidémiques, nécessitent une restructuration profonde de l'hôpital. Et en ville, donc en amont comme de l'hôpital, on a besoin de cette coordination, je dirais, du aller vers à la porte du patient pour déployer les services. Et les services d'aide à la personne, enfin les métiers de l'aide à la personne, sont des métiers essentiels qu'il faudra d'ailleurs probablement, je dirais, augmenter encore en tant que faire se peut, à la fois pour les valoriser aussi, et financièrement, et dans l'intérêt du métier, et puis pour avoir une meilleure qualité de service auprès de nos concitoyens à la maison. Le but étant ce fameux maintien à domicile, même si je déteste le mot maintien, parce qu'on a l'impression qu'on les enferme dans le domicile parce qu'on veut surtout qu'ils y restent, c'est surtout parce qu'ils souhaitent y rester, mais aussi ce lien, par exemple, avec les établissements médico-sociaux. J'ai, avec mon collègue Claude Jandel, à la demande du ministre Olivier Véran, rendu un rapport sur l'évolution des EHPAD et des USLD, qui est disponible, par exemple, sur le site de la SFGG ou sur le site du ministère, et où aussi on souhaitait, vous verrez, il y a des mesures qui sont d'ailleurs déjà dans le PLFSS, permettre aussi au personnel et à la compétence des personnels des EHPAD de sortir des murs pour aller vers le domicile, non pas en remplacement ou en concurrence des services à la personne et des SIAD ou des SPASAD, pas du tout, mais pour créer ce continuum qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'effectivement le domicile n'est plus possible, eh bien, il faut qu'il y ait cette fluidité, pas de rupture dans les parcours. Et la dénutrition, c'est un élément qui prend en compte, c'est tout le sens aussi que du soutien de webinaire par une boîte magnifique, je trouve, dans sa vision et produit et philosophique même de la nutrition usagée qui est Nutrisens. C'est qu'on a aussi besoin des opérateurs capables de fournir les produits, de les déployer, de les amener, et puis de faire ce lien avec les professionnels qui sont en charge du patient. Et ça, cette chaîne de valeur, c'est ça finalement le sens de mon propos. S'il n'y a qu'un message, c'est que celui-là. La chaîne de valeur du soin, telle que l'OMS l'a définie, c'est tout le monde à la fois. Et ce que j'essaie de dire, moi, à mes étudiants en médecine, c'est qu'il faut qu'ils redeviennent que le médecin n'est pas la clé de voûte du système de santé, n'est pas la clé de voûte de la chaîne de valeur autour du patient. Il n'y a pas de clé de voûte. Tous les métiers sont aussi importants les uns que les autres. Ce qui compte, c'est vraiment cette capacité qu'on a, nous, tous, membres de cette chaîne de valeur, les professionnels du soin, les services à la personne, les services sociaux, la prise en charge du bien-être psychique, les industriels. On est tous
notre devoir impératif, c'est cette coordination fine pour amener aux patients la qualité de service maximale dans tous les temps de son parcours, depuis la prévention, le diagnostic, la prise en charge, les interfaces éventuelles avec l'hôpital, le retour à la ville. Et c'est comme ça qu'on va gagner le pari de la bonne santé et du bien vieillir. Mais je crois qu'on est tous ici à constater qu'on est encore loin de ce monde idéal que je suis en train de décrire. Parce que ça nous oblige à bouleverser nos propres modes de fonctionnement, notre propre manière de travailler et nos propres organisations. Il faut convaincre tous les acteurs dont on se parle depuis tout à l'heure de l'importance, en tout cas, de cette coordination, en fait. Exactement. Il ne peut pas y avoir, dans la thématique qu'on a choisie aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'amélioration sans finalement un changement de culture. Je dirais un peu l'abandon de l'instinct de propriété et de périmètre. On n'en est plus là. Il n'y a pas le périmètre du médecin, le périmètre du diététicien, le périmètre de l'orthophoniste. Il n'y a pas de hiérarchie entre les acteurs du soin. Il n'y a pas de hiérarchie même entre le médecin et l'assistant social du secteur dans ce cas-là. Il n'y a pas de hiérarchie entre le médecin et le psychologue ou entre le médecin et l'ingénieur réseau. Finalement, c'est tous ces éléments-là qui doivent être coordonnés. Et peut-être même d'ailleurs que la profession qui doit coordonner n'est aucune de ces professions-là, finalement. Parce que c'est un job en soi et un job full-time, probablement, que cette coordination intriquée. Et c'est d'ailleurs le rôle, normalement, puisque c'est un rôle régalien, des dispositifs d'appui à la coordination qu'il faut qu'on arrive à reprogrammer. Parce qu'il y en a plein. En gros, c'est les ARS qui font ça, qui mettent en place ces dispositifs d'appui à la coordination, notamment pour les cas les plus complexes. Mais quand on regarde et qu'on connaît nos patients, on voit que des cas complexes, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, notre enjeu, il va être de développer ces dispositifs d'appui pour que nous tous, professionnels, on puisse à un moment donné avoir une boîte, un guichet, où on dit là, j'ai besoin de telle compétence, parce que moi, je suis rentré par la porte d'entrée des nutritions pour ce patient, mais il n'a pas que ça comme problème. Et qu'il faut que vous me donniez les solutions. Moi, je suis le lanceur d'alerte dans l'histoire, je vais continuer à faire mon job sur ce que je sais faire, mais ma mission, c'est aussi de vous alerter sur tous les autres problèmes qu'il a. Et je n'arriverai pas à le renutrir, à lui redonner un statut nutritionnel correct, si on ne traite pas son problème social, si on ne traite pas son anxiété, si on ne traite pas... C'est pas possible, ça ne va pas le faire. Et le médecin traitant ne répond pas. Mais tout simplement, parce que le médecin traitant dans le modèle actuel n'est pas... Même son modèle d'affaires, je dirais, la façon dont il est rémunéré, ne lui permet même pas de le faire. Alors. Du coup, ça m'amène une autre question, mais je vous la poserai après parce que je vois qu'il y a une question, enfin, il y a une question et plutôt un témoignage dans le chat. La première, c'est concernant les CPTS dont vous avez parlé tout à l'heure. La question est, est-ce qu'ils sont ouverts aux infirmières salariées? Est-ce que, statutairement, est-ce que les infirmières salariées peuvent être membres d'une CPTS? Mais si elles sont salariées, c'est qu'elles sont salariées d'une structure déjà. Oui, oui. Alors, les CPTS ont des modèles assez larges potentiels. Hein. Il peut y avoir c'est une agrégation de statuts libéraux, comme aussi des salariés de la CPTS, bien sûr, selon les préférences, on va dire, de chacun des professionnels. C'est avant tout de structurer un projet de santé publique sur un territoire et d'après être en capacité de le coordonner, ce projet, avec les différentes compétences. Mais moi, je vous dis, hein, on ne doit pas rester, et ça n'a pas été bien compris, surtout par les médecins, sur des modèles de MSP, c'est-à-dire des maisons de santé pluriprofessionnelles, où là, c'était vraiment juste, on va dire, de la mise en commun de moyens, avant tout, et un projet commun défini de santé publique. Là, la CPTS, l'enjeu, il est territorial. C'est porter ce projet sur un territoire et prendre donc tous les gens qui sont dedans en charge. C'est un changement de philosophie profond du système de soins primaires. Du coup, un témoignage de Élodie qui
qui a témoigné en tout cas d'une situation liée à sa grand-mère, hein, qui a eu une dénutrition dans un hôpital et a eu le sentiment que l'hôpital a très mal traité sa grand-mère. Du coup, elle a une question par rapport à ce témoignage. Est-ce que vous pensez que cette manque de prise en charge, cette manque de bienveillance vient d'un manque de formation, d'un manque de dialogue et du coup, comment on pourrait améliorer cette prise en charge et cette sensibilisation de tous les acteurs au niveau de l'hôpital? Ça va être un travail qui ne va pas se faire en 10 minutes. Hein. Je vous le dis parce que c'est sûr qu'on a un changement de culture profond. Côté médical, hein, je suis prof de médecine, je suis désespéré de la façon dont est enseignée la médecine, encore maintenant dans nos facultés, par mes collègues, professeurs de gastroentérologie, professeurs de pneumologie. C'est-à-dire qu'on reproduit à l'identique un système où la médecine d'organes est idolâtrée alors qu'elle ne correspond plus aux enjeux de santé publique. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut qu'on ait, accessoirement, on n'est pas censé, en faculté de médecine, former des petits pneumologues, des petits pneumologues. On est censé former avant tout, sur le premier et le second cycle, des petits médecins généralistes. Voilà. Et quoi de plus transversal que la médecine générale? Et leur donner cette vision-là, qu'ils ne sont pas la clé de voûte du système, qu'ils ne peuvent pas travailler tout seuls et qu'ils ne peuvent même pas travailler qu'avec les professionnels du sanitaire pour être bénéfiques à leurs patients, c'est une modification profonde. Voilà. Donc, on s'y met, on leur dit, accessoirement, si vous voulez mon avis, demain, la médecine générale ne devrait plus du tout être sur un modèle libéral. Du tout. Dans les pays où ça marche bien, le soin primaire est la première ligne de l'hôpital, entre guillemets, sur des modèles salariés, finalement. Tout simplement parce que, avec des forfaits, plus vous prenez en charge des populations lourdes, plus vous avez d'argent pour bien faire votre boulot et correctement. Vous savez, ce dogme-là, il est aberrant, mais c'est le fait d'être dans la cage à hamster. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, on ne voit pas qu'on est mis dans un système qui fait qu'on est obligé de mal travailler, finalement. C'est que vous regardez les professions de santé du Québec sur le soin primaire, la santé dite communautaire. Je donne l'exemple de mon métier parce que c'est celui que je connais évidemment le mieux, mais un médecin généraliste au Québec, juste en termes de rémunération, hein, il est plutôt à 500 000 $ par an. Vous voyez, c'est à peu près 5, 6, 7 fois plus qu'un médecin généraliste français. C'est beaucoup. Mais il est salarié. Son rôle dans la société. Il est salarié, il est intégralement public. À part qu'on lui met, comme il a des enjeux, des indicateurs évidemment de performance. Hein. C'est pas le salarié mode fonctionnariat tel qu'on l'a dans l'imaginaire français où dès qu'on est salarié ou fonctionnaire, on ne fait plus rien. C'est pas du tout ça, évidemment. Hein, puis ça, je pense que c'est plus si vrai que ça. Mais le mode de fonctionnement est très différent. La course à l'acte est, à mon avis, à l'heure actuelle, le principal verrou de la structuration du soin primaire. Et la rémunération doit être bannie, je pense, du soin primaire. Du coup, j'ai une autre question par rapport à la première que je vous ai posée. On parlait justement du domicile. Est-ce que vous pensez que le fonctionnement de l'évaluation de la perte d'autonomie, hein, qu'on évalue au travers de la grille Agir, est quelque chose qui va être retravaillé, repensé? Parce que moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a beaucoup de critères, beaucoup d'items qui sont un peu oubliés dans cette grille Agir, faite par des médecins qui n'ont pas toujours forcément la formation qu'il le faut. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que ça arrive un peu tardivement. C'est-à-dire quand on met en place cette évaluation-là, c'est que la personne a déjà soit chuté ou en tout cas est passée par la case hôpital. Donc, on parlait tout à l'heure de soins primaires. Est-ce que du coup, est-ce que ça fait partie des réflexions que porte aujourd'hui le monde politique? Alors, nous, dans le rapport EHPAD-USLD, on a remis en cause, avec Claude, les outils Agir et Pathos pour les établissements. Hein, pour les établissements. Parce que on pense qu'ils ne sont pas le reflet de l'identification des besoins et donc de l'argent qu'il faut pour que les résidents soient bien pris en charge. Voilà, donc, mais vous regarderez le rapport, en gros, la philosophie, c'est de dire, il faut mettre plus de soins pour protéger plus de vies, finalement, dans les établissements. Tout simplement parce que les résidents actuels des EHPAD français sont des anciens. Il y a 15 ans, ils auraient été en unité de soins de longue durée, du fait de leur niveau de pathologie. Donc ça, c'est vraiment la structuration en établissement.
en ville, la détection de la fragilité et sa prévention doit être effectivement bien de quand on déclenche là maintenant Agir, qui est un outil financier, d'accord, de compensation. C'est la démarche qu'on essaie de promouvoir avec un outil qui est celui de l'OMS qui s'appelle ICOP, que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, qui a été construit par l'OMS et déployé en France et en Europe par le Gérontopole de Toulouse et Bruno Velas en particulier, qui essaie d'être beaucoup plus proche de la CGA historique, hein, vous savez, la Comprehensive Geriatric Assessment, l'évaluation gérontologique standardisée, qui est le cœur de métier d'évaluation des gériatres modernes depuis 1984 et on va dire la création de la gériatrie moderne dans le monde, quoi, par Rubinstein aux États-Unis. Donc, c'est bien de refaire un peu d'histoire. Donc, c'est le déploiement en prévention, en outil de prévention, d'une évaluation qui est beaucoup plus proche de ces syndromes gériatriques dont je parlais, dont la dénutrition. Voilà, donc pour moi, typiquement, sur ces enjeux de prévention, c'est plutôt des outils comme ICOP qu'il faudrait déployer, quelle que soit la porte d'entrée. En gros, vous êtes diététicien, vous êtes saisi d'un sujet en libéral, hein, ou d'une personne âgée qui dit, ce qui arrive assez rarement, je pense, mais bon, les témoignages m'intéressent. Je suis en train de perdre du poids, je voudrais que vous m'aidiez à en reprendre. Si ça se fait dans un modèle libéral, ok, mais il faut faire ICOP pour regarder le cognitif, le fonctionnel, la polymédication, l'humeur et le bien-être psychique, enfin, l'environnement social. Enfin, c'est tout. Il faut être capable de déclencher. ICOP, c'est 10 minutes. Hein. Du coup, j'ai un témoignage d'une diététicienne qui était hospitalière auparavant et qui dit qu'effectivement, la dénutrition n'était pas systématiquement dépistée, voire même rarement. Nous devions éplucher, entre guillemets, les dossiers pour faire du dépistage, chose très complexe sur des structures de 1000 lits. Nous étions sollicités pour adapter les repas une fois que la dénutrition était bien sévère et donc trop tardivement. Donc, le cas du domicile s'avère effectivement vrai aussi à l'hôpital. Ah oui, mais on n'a pas gagné le combat, hein, de la lutte contre la dénutrition. C'est pour ça que la semaine de lutte contre la dénutrition est une semaine importante. Hein. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs sensibilisés. Les médecins gériatres le sont, je pense, bien. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas des autres spécialités. Et probablement peut-être pas le cas, ou en tout cas pas à la hauteur qu'on attend de la médecine générale. Donc on a besoin de culture médicale sur la dénutrition, ses enjeux, et surtout quand on vieillit. Mais encore une fois, ce n'est pas que médical, c'est tout le monde qui doit être sensible. Un kiné qui prend en charge un patient âgé pour de la rééducation, les kinés connaissent la sarcopénie, par exemple. Ils doivent faire l'alerte. Ça doit être remonté. On doit faire cette coordination. Ça ne sert à rien de rééduquer un patient. Donc l'enjeu, il est de l'exercice conjoint, compétences du diététicien et du kiné pour renutrir et l'exercice physique. On voit aussi l'intérêt des coachs, hein, plutôt, entre guillemets, enfin des APA, de l'activité physique adaptée, parce que là, on n'est pas dans la rééducation. Et d'ailleurs, de passer le relais sur des structures locales où vous avez à la fois l'aspect nutritionnel et l'aspect travail contre résistance, enfin, exercice physique, quoi, adapté pour reconstruire du muscle. Et les bons produits pour le faire, parce que là, il faut de la protéine. Tout à fait. Une autre question donc d'une Edith qui est diététicienne cadre supérieur à la PHP, qui donc précise d'où elle vient. Ne pensez-vous pas que la non-reconnaissance de l'acte diététique soit un frein à ces soins primaires, car il y a peu de diététiciens en activité libérale? Totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est un métier essentiel et qui, pour moi, alors il n'y aura peut-être pas un diététicien, une personne physique par CPTS, par exemple. Mais typiquement, ça fait partie à mutualiser. C'est ce qu'on a écrit aussi dans le rapport sur l'EHPAD du SLD. Et il doit y avoir des diététiciens référents pour chaque EHPAD. C'est nécessaire. Là, on est plutôt, malheureusement, le plus souvent de la maladie des nutritions contre laquelle il faut lutter, mais il y a aussi de la prévention à faire et de la préservation du statut nutritionnel pour quand même une partie des résidents. Mais c'est la compétence diététique
est une compétence essentielle. Comme la compétence, je vous disais, comme la compétence de psychologie clinique, comme la compétence de toutes les compétences des métiers de rééducation, et comme la compétence pour l'activité physique adaptée, qui n'est pas de la rééducation. Encore une fois, ce n'est pas les kinés qui doivent faire l'activité physique adaptée. Les kinés sont là pour rééduquer. On a des filières STAPS qui forment des gens extrêmement performants et qui sont, de mon point de vue, des essentiels dans le cadre de la lutte contre la dénutrition. Parce que pour lutter contre la dénutrition, il faut manger, mais il faut avoir aussi, tout le monde le sait, un peu d'anabolisme pour reconstruire du muscle, quoi. Du coup, le modèle qu'on voit aujourd'hui sur la prise en charge des patients atteints de cancer, une prise en charge qui est sortie nouvellement, justement en associant l'activité physique, la diététique et la psychologie, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qu'on pourrait dupliquer du coup chez la personne dénutrie de façon générale? Tout à fait. Tout à fait. Alors, le cancer a une très grosse charge émotionnelle dans la population, donc ça passe. Mais les efforts qu'on fait pour la lutte dans le cadre de la lutte contre le cancer, il faut les faire pour le bien vieillir. On ne peut pas continuer à accepter que nos concitoyens finissent dépendants parce qu'on n'est pas capable de faire la même chose dans le cadre du vieillissement. Ça, c'est ce que moi j'appelle de l'agisme, c'est-à-dire que c'est une discrimination et qu'on ne souhaite pas faire ce qu'il faut pour le bien vieillir de notre population, ce qui a tendance à me révolter. Et clairement, c'est sûr que ça fait du nombre, c'est sûr que ça fait de l'argent, mais c'est un gain, évidemment, en premier lieu, puisque nous, on est tous ici des professionnels de santé au sens large, de qualité de vie pour les gens dont on parle. Mais c'est aussi un gain d'économie très puissant. Et accessoirement, un moyen aussi de développement économique d'acteurs industriels ou associatifs, mais associatifs à but commercial, qui peuvent du coup aider, soit en fournissant les produits, soit en amenant le service à la personne. Bref, c'est aussi un secteur économique et donc une création de richesse. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais initialement, il faut une grosse volonté politique. Du coup, peut-être en attendant les dernières questions, moi j'en avais une dernière, j'en profite. Parce qu'on parle beaucoup de coordination finalement, et alors c'est vrai que la coordination à l'hôpital, on arrive assez bien à l'imaginer puisqu'on a quand même du personnel qui sous la couverture d'un même établissement. La coordination à domicile, c'est beaucoup plus flou puisque effectivement, c'est des personnes qui gravitent et qui passent à des moments différents de la journée de la personne. Comment vous voyez du coup le digital dans tout ça? Est-ce que vous pensez que ça va être un peu le support essentiel pour cette bonne coordination? Notamment, on parle du dossier médical partagé qu'on attend avec impatience. Comment vous voyez en tout cas le digital dans cet environnement-là pour assurer cette coordination? Ah oui, je pense qu'on n'y arrivera pas sans l'outil. Ça, c'est la première des choses. Et là aussi, j'ai une forme de colère véritable parce que les outils existent et sont extrêmement puissants, sauf qu'actuellement, ils ne sont pas déployés. Ce n'est pas la faute de la tutelle, je dis, c'est la faute à nous. Nous tous, ici, les professionnels. C'est qu'on a du mal, dans le modèle actuel, à cranter cette nouvelle culture où le fait de se coordonner, c'est probablement plus important pour le patient que notre action propre. Le jour où on aura compris que, et je parle en particulier pour les médecins, que de toute façon, ils ne servent à rien auprès du patient s'ils sont tout seuls, je parle du patient âgé ou des patients chroniques, même plus jeunes d'ailleurs, qui ne sert à rien tout seul, il aura déjà compris que du coup, il a besoin d'outils pour se coordonner avec les autres acteurs du soin, avec les autres acteurs de la santé, du bien-être mental, avec les autres acteurs du social, pour être performant auprès de son patient. Une fois qu'il aura compris ça, l'outil, il est déjà disponible. On peut déjà tout faire. On peut même surveiller. La troisième révolution du digital, que sont les objets connectés, vous permet de savoir, d'avoir de la remontée d'informations en permanence sur des situations chroniques et dans des règles éthiques parfaitement définies, avec l'accord du patient, évidemment. Mais ça permet. Mais comment vous traitez l'information à l'heure actuelle? Quand dans un système, vous êtes payé à l'acte, vous êtes médecin, vous n'avez aucune envie de recevoir des informations en dehors des consultations où vous voyez votre patient. Vous n'êtes pas payé pour ça. Et il ne faut surtout pas se battre pour augmenter le tarif de la consultation. Il faut se battre pour être payé de manière différente et pas à la consultation.
témoignages qui remontent ici. La première, donc toujours la diététicienne en milieu hospitalier qui dit que le nombre de diététiciens est bien trop faible par rapport aux besoins en soins des patients. Et le deuxième, un témoignage plutôt d'une libérale qui dit que elle n'a pas de patients aujourd'hui qui émanent du médecin traitant et pas de patients non plus qui viennent consulter spontanément parce qu'ils ont une perte d'appétit ou parce qu'ils ont une dénutrition. Donc, ça montre très clairement encore une maladie méconnue sur, en tout cas, des acteurs territoriaux. Une question de Chloé. Oui, et de nos concitoyens eux-mêmes. Hein. Et des concitoyens et des aidants. C'est un peu le sens de la semaine de la dénutrition, c'est de sensibiliser les Français aussi bien sûr. À la dénutrition. Ils peuvent s'auto-dépister. Oui, pour une partie d'entre eux. Évidemment, quand vous êtes très âgé, très polymorbide et avec des troubles cognitifs, c'est pas à ce moment-là que vous allez vous lever le doigt en disant j'ai perdu 1% du poids de mon corps sur c'est plutôt bien perçu. mois. Hein. C'est surtout bien perçu souvent chez les seniors d'avoir perdu du poids, puisque on en fait souvent un critère de diagnostic plutôt à l'inverse, de dire qu'il ne faut pas trop grossir, pour pas trop prendre de poids parce que l'obésité, etc. Et c'est vrai que du coup, parfois, le critère perte de poids est souvent perçu comme un critère positif de la part des seniors. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un enjeu, je dirais, culturel et sociétal. Hein. C'est que passer à un certain âge, par exemple 60 ou 65 ans, il est plus temps de maigrir, quoi. Allez, on va repousser à 70. Mais après 70 ans, on ne maigrit plus. Hein. C'est interdit. Une question de Chloé. Quel est le rôle des prestataires de santé dans la prise en charge des personnes à domicile? Pardon? Quel est le rôle des prestataires de services, donc les personnes qui apportent des compléments nutritionnels ou de la prestation entérale, parentérale à domicile? Quel est pour vous le rôle de ces prestataires-là dans la prise en charge des personnes dénutries à domicile? Ah, mais il est crucial. Et là, ça veut dire diagnostic fait, traitement mis en place. Et justement, dans ce contexte-là, le prestataire en question, je pense, devrait assurer cette coordination globale. Du coup, puisque là, finalement, il y a un acteur. Ce que je vous disais, hein, c'est une question d'opportunité. Il faut qu'on soit souple, qu'on soit smart, comme disent les Anglais, quoi, hein, qu'on soit agile. C'est-à-dire, c'est celui qui rentre en premier pour un motif quelconque, qui doit se sentir investi de la charge de regarder tout le reste finalement et de mettre en place la coordination, même si c'est pas lui qui l'assurera à terme. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité de se dire « Oula, je suis rentré là, il y a ce problème, ça c'est mon métier, je sais quoi faire, mais je suis sensibilisé au fait que dans ce cas-là, le reste doit être regardé et que je sais qui appeler pour assurer derrière la coordination de cette prise en charge globale. » C'est vraiment ça le message. C'est quelle que soit la porte d'entrée, c'est pareil pour ça devrait être aussi le rôle par exemple des urgentistes lorsque on a une personne âgée qui vient pour chute. Je suis les bras m'en tombent que de nos jours la plupart des patients qui arrivent âgés qui arrivent pour chute repartent des fois en disant ouais, il est tombé, c'est rien cassé, tout va bien quoi. Non mais c'est une aberration absolue. La chute est aussi un syndrome gériatrique. Ça veut dire qu'il faut au moins remettre sur une structure pluriprofessionnelle une expertise complète. Vous êtes tombé, en fait, c'est grave. Même si vous êtes pris les pieds dans le tapis, c'est exactement le même sujet. Hein. À partir du moment où on a un symptôme manifeste de la fragilité liée au vieillissement, on doit faire cette évaluation globale. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais du coup, les ergothérapeutes ont aussi leur rôle à jouer dans l'aménagement du domicile aussi et dans la prise en charge de la dénutrition. Et tous les métiers de la rééducation au sens large, hein, les podologues aussi, par exemple. C'est très important. Je n'ai pas d'autres questions. Je vois plutôt des choses qui confirment ce que vous dites, professeur. Du coup, je vois l'heure qui avance. Est-ce que vous voulez, du coup, professeur, peut-être un petit mot de la fin, une conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de se dire pour clôturer ce webinaire? Moi, je suis ravi d'avoir pu être avec vous encore une fois ce matin. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et il va falloir qu'on arrive à modifier nos logiciels personnels. Et c'est par ce type de discussion, finalement, qu'on fait progresser la cause commune, petit à petit. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci au soutien de NutriSens. C'est gentil. Merci à vous d'être intervenu. Et puis, en tout cas, on est solidaires, en tout cas, dans cette semaine de la dénutrition qui a lieu le vendredi 12 novembre, le démarrage. Merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit à tout le monde. Et à très bientôt. Merci encore, professeur. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.